Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier, parce que la dernière vidéo sur Ed et Lorraine Warren a cumulé plus de 40 000 vues et on a atteint les 1000 abonnés. Du coup, merci à vous. Si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos d'horreur, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, si tu aimes le contenu que je vais proposer. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'horreur, on ne va pas parler de maisons hantées, de démons, de paranormal, non. On va parler d'une histoire vraie. Et c'est sûrement l'une des histoires les plus traumatisantes et les plus terrifiantes que j'ai à vous raconter. C'est une simple histoire qui se déroule dans les États-Unis des années 60. Et pourtant, ce que je vais vous raconter va vous faire froid dans le dos. C'est l'histoire d'une adolescente de 16 ans, Sylvia Likens, et de sa petite sœur Jenny. Deux adolescentes normales comme on en croise partout à l'époque. Sauf qu'un jour, leurs parents vont les confier à une femme en qui ils pensaient pouvoir avoir confiance. Ce qui va se passer ensuite dépasse tout ce que tu peux imaginer. De la négligence, de la violence, de la torture et une indifférence à faire froid dans le dos. Ce que je vais te raconter, c'est l'histoire d'une gamine, enfermée dans un enfer réel, sous les yeux d'un quartier tout entier. C'est un fait divers qui a marqué l'Amérique à jamais, l'un des premiers cas de maltraitance qui a été traité et jugé en public et médiatisé. Alors installe-toi bien, ferme les volets si tu en ressens l'envie, parce que ce qu'on va parler là, c'est pas du cinéma, c'est une histoire vraie, et c'est une histoire qui fait mal. On est en 1965, en plein été à Indianapolis. Les Beatles sont au sommet des charts. Les États-Unis vivent entre les échos de la guerre du Vietnam et le rêve américain. C'est l'époque des voitures chromées et des familles nombreuses qui vivent dans des quartiers tranquilles où rien ne se passe. Et justement, dans cette Amérique-là, il y a deux sœurs, Sylvia et Jenny Likens. Sylvia a 16 ans. Elle est douce, discrète, souriante. Elle aime Elvis Presley, elle garde parfois les enfants du voisinage pour se faire un peu d'argent de poche. Et elle a ce truc qu'on retrouve souvent chez les grandes sœurs. Cette façon d'encaisser pour deux. Parce qu'il faut le dire, Jenny, elle, a une petite particularité. Elle a eu la polio quand elle était petite. Résultat, elle marche avec une attelle à la jambe droite, elle est plus fragile, plus timide. Mais les deux sont inséparables. Leurs parents, Lester et Betty Likens, des forains. Oui, c'est pas banal. Ils vivent de foire en foire, vendent des confiseries, du popcorn, des sucreries. Ce qui veut dire que les filles voyagent souvent, changent d'école tout le temps, dorment parfois chez des proches, parfois chez des inconnus, parfois dans un mobil-home. Et comme souvent dans ce genre de contexte, il y a des hauts et il y a aussi beaucoup de bas. Et puis un jour, à l'été de leurs 16 et 15 ans, ils vont décider de laisser leurs enfants à une femme qu'ils ne connaissent à peine, Gertrude Banizarski. Je risque sûrement de mal prononcer ce prénom, donc pour le coup je ne le prononcerai que cette fois-ci. C'est une mère de famille, comme les autres, qui accepte de les accueillir chez elle en échange de $20 par semaine. $20 pour s'occuper de deux ados pendant des semaines. À peine de quoi faire les courses aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas grand-chose non plus. Et pourtant, Lester Likens pense faire le bon choix. Il veut bosser, gagner de quoi nourrir ses enfants, alors il se dit « elles seront mieux là que sur la route ». Sauf que ce qu'il ne sait sûrement pas, c'est que cette décision, a priori anodine, va sûrement changer leur vie à jamais, et pas dans le bon sens. Parce que cette femme-là que vous voyez ici, Gertrude, derrière ses airs de mère de famille bienveillante, de chrétienne, se cache un monstre. Un monstre qui ne va pas seulement faire du mal à Sylvia. Non, elle va la détruire. La maison de Gertrude se trouvait au 3850 East New York Street, à Indianapolis. Rien d'exceptionnel, une petite maison un peu délabrée, peinture écaillée, jardin mal entretenu. Le genre d'endroit où personne ne se doute que le pire peut arriver. Mais avant de parler de la maison, parlons de Gertrude. Gertrude Banizarski, 37 ans, mère de famille. Enfin, c'est une mère de famille pauvre, instable, malade, et elle est dangereusement négligée. Elle a eu 7 enfants, à 37 ans. Elle vit seule depuis que son mari l'a quittée 2 fois. Pas beaucoup d'argent, pas de boulot stable et elle a des problèmes de santé chronique. Et pour couronner le tout, elle a une addiction sévère aux médicaments. Elle fume comme un pompier, elle tousse à s'en décrocher les poumons et change d'humeur comme de chemise. Mais malgré ça, les Likens se disent « c'est une mère de famille, elle vit aux États-Unis, elle a des enfants, ça devrait normalement bien se passer ». Et lui confie Sylvia et Jenny pour quelques mois, $20 par semaine et la promesse de s'occuper d'elle comme de ses propres enfants. Spoiler, elle va pas s'occuper d'elle comme de ses propres enfants, elle va faire bien pire, mais ça, vous le savez sûrement déjà. Les premiers jours se passent normalement. Enfin, autant qu'ils peuvent l'être dans une maison où les enfants vivent sans règles, où ça crie, où ça tape, et où la misère se sent dans chaque pièce. Les enfants Banizarski sont livrés à eux-mêmes. Certains sont violents, d'autres effacés, la mère ne tient rien. Elle est aigrie, elle est frustrée. Et surtout, elle est en colère. Et cette colère, vous en doutez, elle va la délivrer sur Sylvia. Pourquoi Sylvia? Pourquoi pas Jenny?
Peut-être parce que Jenny est handicapée et que même Gertrude n'ose pas la toucher. Ou peut-être parce que Sylvia est jolie. Elle a ce truc lumineux, elle est gentille, elle parle bien, elle a du charme, et ça, je peux vous assurer que ça dérange Gertrude. Et puis très vite, le paiement hebdomadaire des 20 $ par semaine des parents de Sylvia prennent du retard. Et là, Gertrude change complètement. Elle prend Sylvia à part et lui dit un truc du genre « C'est à cause de toi que tes parents ne payent pas. Tu es une petite traînée, tu mérites une leçon. » À partir de là, c'est fini. Sylvia devient le punching ball de la maison. Pas juste de Gertrude, non. Le plus malsain, c'est qu'elle entraîne ses propres enfants, et même parfois des gamins du voisinage. À ce moment-là, personne ne se doute que ce qui vient de se passer, c'est pas juste un passage à tabac. Non, c'est le début d'un calvaire. Au début, on parle de claques, des insultes, des humiliations. Sylvia se fait traiter de salope, de menteuse. On lui reproche d'avoir séduit des garçons, alors qu'elle parle juste avec eux dans la cour d'école. Et tu sais ce qui fait le plus mal? C'est que Gertrude l'accuse de choses qu'elle n'a jamais commises. Mais personne ne vérifie, parce que Gertrude, c'est l'adulte. Et dans cette maison, ce qu'elle dit, c'est forcément la vérité. Les coups deviennent plus violents, les repas moins fréquents. Sylvia peu à peu maigrit. Elle a faim, elle est fatiguée, elle est couverte d'hématomes. Mais elle ne se plaint pas, non. Elle protège sa petite sœur, elle encaisse, elle ment même à ses parents quand elle les a au téléphone. Et dehors, rien. Le silence. Les voisins entendent crier, les enfants du quartier entrent et sortent de la maison. Certains participent même à punir Sylvia, d'autres regardent, et personne ne dit rien. Un jour, Sylvia dit qu'elle a volé un bonbon, juste ça. À ce moment-là, Gertrude pète un câble et elle lui met un bout de cigarette allumé sur le bras, comme une punition. Et là, elle déclare un truc qui va changer toute la dynamique. Elle doit être punie, tous les jours, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et c'est là que ça bascule. À partir de ce moment, c'est plus une simple violence, c'est un rituel. Tous les jours, Sylvia est battue, elle est humiliée. On l'accuse d'être enceinte, on l'interdit de sortir. Elle ne va même plus à l'école. On l'enferme dans une cave. Dans une cave, à 16 ans, parce qu'un adulte a décidé qu'elle devait être punie. Et les enfants, ils suivent, ils frappent, ils torturent. Il y a Paula, la fille aînée de Gertrude, qui la frappe jusqu'à se casser le poignet. Stéphanie, une autre fille, qui rit pendant qu'on insulte Sylvia. Et Coy Hubbard, le copain de Stéphanie, qui vient exprès pour lui mettre des coups de poing dans le ventre, pour s'entraîner comme un sac de frappe. Sylvia est seule. Elle n'a plus le droit de parler à Jenny, elle dort par terre, dans la saleté. Elle est affamée, battue, et quand elle supplie qu'on arrête, on la traite de menteuse. Et tu veux savoir c'est quoi le pire à ce moment-là? C'est qu'elle pense encore dans sa tête que ses parents vont venir la chercher, que c'est temporaire, qu'il suffit juste d'attendre un peu, 1 ou 2 jours. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le pire est à venir. Elle ne s'appelait pas Sylvia, pas pour eux. À ce stade, elle n'était même plus un prénom. Elle était une traînée, une menteuse, un sac de frappe, une expérience sadique. Et surtout, elle était seule. À force d'être jugée trop rebelle, Gertrude décide que Sylvia ne mérite plus de vivre avec les autres. Alors elle la descend dans la cave. Pas une chambre aménagée, pas une pièce de punition, non, une cave. Froide, sale, sans lumière, sans matelas, et parfois même sans vêtements. Là-dedans, Sylvia est enchaînée, par les poignets, par les chevilles, ou juste parfois jetée au sol, comme une traînée. Elle est nourrie qu'une seule fois par jour, même parfois elle est nourrie moins que ça. On lui jette des raisins ou on lui file des croûtes de pain trempées dans de l'urine. Et quand elle pleure, quand elle supplie, on lui dit simplement qu'elle l'a mérité. Chaque jour est un rituel. Sylvia est frappée au visage, au ventre, sur les jambes. Elle est brûlée avec des cigarettes, on les bouillante. On la fait se masturber avec une bouteille de Coca-Cola devant les autres enfants. Oui, c'est réel, ça a été dit au procès et ça a été prouvé. Un jour, ils prennent une aiguille chauffée et lui gravent une phrase sur le ventre. « Je suis une prostituée et fière de l'être ». Et quand elle hurle, quand elle saigne, Gertrude dit à un de ses gosses « C'est pas bien écrit, tu vas recommencer plus bas ». Et dehors, le monde continue. Les voisins entendent parfois des cris mais se disent « C'est rien, c'est la télé ou c'est les enfants qui jouent ». Un facteur passe, il voit Sylvia 2 fois, amaigrie, remplie de bleu, mais il ne dit rien non plus. Personne ne dit rien, personne ne veut se mêler. Personne ne pense que dans cette histoire, une gamine dans une cave est en train de mourir. Et Sylvia, elle commence à lâcher. Elle n'essaie même plus de s'échapper, elle ne supplie plus, elle ne pleure plus, elle attend. Elle attend que ça s'arrête, ou que ses parents reviennent, ou que quelqu'un, quelque part, fasse enfin quelque chose. Mais personne ne viendra. Et le pire, c'est que Gertrude le sait. Elle sait que tout le monde s'en fout, et c'est justement ça qui va la rendre encore plus forte. Parce qu'elle sait que personne ne fera rien pour elle. À ce moment-là, le prénom de Sylvia n'existe plus. Elle n'est plus qu'un corps, une coquille, un prénom dont personne ne respecte. Et bientôt, elle ne sera plus rien.
parenthèse. On est le 26 octobre 1965. Elle ne peut plus marcher. Sylvia n'a plus de force. Elle ne peut plus marcher et elle ne tient plus debout. Son corps est recouvert d'hématomes, de brûlures, de coupures, de marques de fer brûlantes. Elle ne parle plus, elle ne mange plus, elle ne pleure plus. Mais ce jour-là, Gertrude décide qu'elle va en finir. Elle fait monter Sylvia dans la cave, pas pour la libérer, non, pour l'achever. Elle lui donne un bain bouillant et la laisse dedans jusqu'à ce que la peau commence à cloquer. Ensuite, elle la traîne au sol, rampant, affaiblie. Elle ordonne aux enfants de la frapper, encore et encore. À un moment, Sylvia essaie de se relever, elle tente de s'accrocher à un mur, mais elle n'a plus de force et elle tombe par terre. Et là, elle murmure une dernière phrase. « Je vais mourir, je le sais. » Elle avait raison. Peu de temps après, son cœur lâche. Elle s'éteint, à même le sol. Gertrude panique. Mais pas parce qu'elle regrette, non. Elle panique parce qu'il faut cacher la vérité. Alors elle lave le corps, elle change les vêtements de Sylvia, et elle demande à Richard Hobbs, un des gamins complices, d'écrire une fausse lettre que Sylvia aurait écrite avant de se donner la mort. Une lettre où elle explique qu'elle a été battue par des inconnus, parce qu'elle vendait son corps. Oui, ils ont fait écrire ça après l'avoir torturée pendant des semaines dans une cave. Puis ils appellent la police, et là, tout s'effondre. Quand les agents arrivent, ils comprennent tout de suite. Le corps de Sylvia est méconnaissable. Les blessures sont trop nombreuses, trop précises, trop organisées. Et Jenny, la petite sœur qui n'en peut plus, finit par glisser à l'oreille d'un officier « Si vous me sortez d'ici, je vous dirai tout. » Et elle dit tout. Toute la vérité. Les médecins diront plus tard que Sylvia avait le crâne enfoncé, plus de 150 marques sur le corps, de profondes brûlures, des lacérations internes, des signes de malnutrition sévère et des organes à moitié détruits. Elle est morte d'un choc cérébral et d'une hémorragie interne, mais aussi de fatigue extrême et de terreur constante. Elle avait 16 ans, elle avait des rêves, une vie devant elle, et elle est morte sous l'indifférence de gens qui auraient dû la protéger. Et c'est à ce moment-là que l'Amérique découvre le visage de l'horreur. Une horreur qui n'a rien de fantastique, mais c'est une horreur qui est bien réelle. Parce que vous vous doutez que l'histoire de Sylvia ne s'arrête pas là, sinon la vidéo serait terminée. Parce que maintenant, il faut un coupable et une justice. Quand la police arrête Gertrude, le jour même de la mort de Sylvia, elle ne nie rien. Elle dit juste « Je ne pensais pas qu'elle mourrait ». Et là, le pays explose. Les journaux titrent « Torture et mort d'une enfant à Indianapolis. Un crime collectif orchestré par une mère. Des enfants complices du meurtre de leurs amis. » Les États-Unis, déjà secoués par les tensions sociales, sont encore plus sous le choc. Parce que ce n'est pas un tueur en série, ce n'est pas un fou évadé, non. C'est une mère. Une mère comme les autres qu'il pourrait y avoir partout. Parce que c'est une mère et ses enfants, et les enfants du voisinage. En tout, 5 personnes sont jugées pour la mort de Sylvia. Gertrude, évidemment, Paula, sa fille de 17 ans, Stéphanie, 15 ans, Coy Hubbard, 15 ans, le petit ami de Stéphanie, et Richard Hobbs, 14 ans. Tous accusés d'avoir participé aux tortures, certains même d'avoir gravé les mots sur son ventre. Et attention, on est en 1966. À cette époque-là, juger des enfants pour meurtre, c'était extrêmement rare. Pendant le procès, Jenny Likins, la petite sœur, raconte tout. Tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle n'a jamais pu empêcher. Les jurés sont choqués, les spectateurs pleurent, certains quittent la pièce parce que les détails sont trop horribles. Un médecin légiste dira « C'est le corps le plus abîmé que je n'ai jamais vu. On dirait qu'elle avait été utilisée comme un objet. » Gertrude tente de dire qu'elle était malade, qu'elle ne se rendait pas compte, qu'elle n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais les preuves sont là. Les voisins, les lettres, les aveux, même ses propres enfants avouent tout ce qu'ils ont fait. En mai 1966, le verdict tombe. Gertrude est coupable de meurtre au premier degré et elle écope de la prison à vie. Paula est jugée pour meurtre au second degré. Elle écope de 7 à 21 ans de prison. Coy et Richard, eux, sont envoyés en maison de correction. Stéphanie, elle, est relâchée contre son témoignage. Mais attends, c'est pas fini. En 1971, Gertrude arrive à avoir un deuxième procès. Oui, c'est pas une blague. Et tu sais quoi, elle est reconnue encore coupable, mais elle garde une chance d'être libérée. Et c'est ce qui arrive. En 1985, après 20 ans de prison, Gertrude sort, libérée pour bonne conduite. Elle change de nom, s'installe dans une autre ville et vit tranquillement jusqu'à sa mort en 1990. Et Sylvia dans tout ça. Sylvia, elle, n'a pas eu de deuxième chance. Elle n'a pas pu continuer sa vie, elle n'a pas pu avancer. Elle n'a pas changé de nom, elle n'a jamais eu de nouveau départ. Elle a été enterrée, le corps brisé, l'âme piétinée, dans une tombe simple, avec un prénom qui mérite d'être reconnu à jamais. Le procès est terminé, les condamnations sont tombées, mais l'histoire de Sylvia ne s'arrête pas là. Jenny, c'est l'autre héroïne silencieuse de l'histoire, sa petite sœur. La petite sœur handicapée, témoin de tout, est brisée à vie. Après le procès, elle est recueillie par des membres de sa famille. Elle grandit dans l'ombre de Sylvia, avec la culpabilité, les flashbacks, les cauchemars.
Elle n'a jamais vraiment repris une vie normale, mais elle a tout donné pour que l'histoire de sa sœur ne soit pas oubliée. Elle assiste à la libération de Gertrude en 1985, et elle envoie une lettre à l'État qui est rapidement devenue célèbre. « Je suis la sœur de Sylvia Likens, et je veux que vous sachiez que la justice n'est pas faite. Cette femme a tué ma sœur, et vous la laissez sortir. » Pendant longtemps, la tombe de Sylvia est restée discrète, presque anonyme, comme si personne ne voulait s'en souvenir. Mais au fil des années, grâce à Jenny et à quelques personnes touchées dans l'affaire, la mémoire de Sylvia a été réhabilitée. Des mémoriaux ont été créés, une plaque a été installée à proximité de l'ancienne maison de Gertrude qui a été rasée, et en 2001, l'État de l'Indiana a reconnu l'échec complet du système. Et vous allez me dire maintenant, les autres, que sont-ils devenus dans cette histoire ? Gertrude, elle, est morte en 1990 d'un cancer du poumon. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a nié toute responsabilité, elle vivait sous un faux nom, avec aucune reconnaissance, et elle n'a jamais eu de regrets. Paula, sa fille, a aussi changé d'identité. Elle vit encore aujourd'hui quelque part aux États-Unis. Elle aurait même travaillé dans une école pendant longtemps. Oui, une école, avec ce qu'elle a fait. Coy Hubbard, lui, est devenu agent de sécurité, il est mort quelques années plus tard, et n'a jamais eu de remords non plus. Richard Hobbs, celui qui a gravé les mots sur le ventre de Sylvia, est mort d'un cancer du poumon en 2021. Ironie tragique du destin. L'affaire Sylvia Likens a inspiré des films, des documentaires. Un American Crime, 2007, avec Ellen Page et Catherine Keener. The Girl Next Door, plus romancé, mais tout autant basé sur l'affaire. Un film que je vous recommande, même si, pour les biens de cette vidéo, j'ai eu énormément de mal à le retrouver de disponible, parce qu'au vu de sa violence, il a été retiré de pratiquement toutes les plateformes de streaming. Mais au-delà du cinéma, cette affaire a littéralement changé la loi, et heureusement. Dans l'Indiana, elle a conduit à la création de lois, obligeant à signaler tout soupçon de maltraitance infantile. Elle a déclenché une prise de conscience nationale, et elle reste encore aujourd'hui enseignée en criminologie comme l'un des pires cas de torture domestique. Ce qui s'est passé en 1965, ça aurait pu être évité. Elle a supplié, elle s'est battue, Sylvia a souffert, Jenny a souffert en silence, et les voisins ont détourné le regard. Et c'est ça peut-être le plus glaçant dans cette histoire, tout le monde savait, mais personne n'a rien fait. Ce qui est le plus terrifiant dans l'histoire de Sylvia Likens, c'est pas seulement la torture, c'est pas seulement la mort, mais c'est ce silence collectif, cette passivité, ce moment où plus personne n'a voulu voir. La maison de Gertrude n'était pas isolée, il y avait des voisins, des enfants constamment qui passaient, et des enfants qui passaient, qui observaient, qui voyaient. Mais personne ne dit rien. Pas un appel, pas une alerte, pas même une visite sérieuse des services sociaux. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est dit, c'est pas mes affaires, c'est sûrement exagéré. Elle est dure, mais c'est une mère, et c'est ce qu'elle fait. Et pendant ce temps-là, Sylvia mourait. Psychologiquement, ça porte un nom, l'effet du témoin. Un phénomène où plus il y a de monde, moins chacun se sent responsable. Il y en a d'autres qui ont vu, donc si personne ne dit rien, c'est que c'est pas si grave, non. C'est comme ça qu'on fabrique des monstres. Pas toujours avec des armes, mais parfois avec des silences. Et les enfants, ceux qui ont frappé, brûlé, torturé, on se dit ce ne sont que des enfants. Oui, mais des enfants dirigés, habitués à obéir à une autorité malade. Jenny, elle était là, elle savait tout, mais elle ne pouvait rien dire, elle se sentait tellement impuissante. Elle avait 15 ans, elle boitait, et on lui a dit si tu parles, tu finis comme elle. Et donc elle s'est tue. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et nous, dans l'affaire, c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Est-ce qu'on aurait eu le courage de parler ? Ou est-ce qu'on aurait fait comme tout le monde ? Fermer les yeux, baisser la tête, espérer que ça passe. Parce que la vérité, c'est que ce genre d'histoire peut encore arriver, et se produise encore. Pas forcément dans une cave, pas toujours aussi extrême, mais dans les familles, dans les écoles, dans les foyers, partout où des gens souffrent en silence. Et parfois, un simple regard, une alerte, un mot, peut changer beaucoup de choses. Sylvia, elle, n'a pas eu cette chance. Mais tu peux être ce mot-là, pour quelqu'un d'autre. Elle avait 16 ans, elle aimait Elvis, elle voulait devenir institutrice, elle avait des amis, des rêves, une sœur. Et aujourd'hui, on raconte encore son histoire. Sylvia n'est pas juste un nom dans un dossier judiciaire. C'est un symbole. Celui de toutes celles et ceux qui n'ont pas été protégés. Celui de la violence qu'on ne peut plus voir, mais qui est encore là. Dans certaines familles, certaines écoles, certaines institutions. Mais c'est aussi un rappel que même dans l'horreur la plus absolue, la vérité finit toujours par remonter. Grâce à Jenny, grâce aux médecins, grâce à un policier qui a tendu l'oreille, grâce à ceux qui, trop tard, ont enfin parlé. Aujourd'hui, là où se trouvait la maison de Gertrude, il n'y a plus rien. Tout a été retiré, à part une plaque, avec ces mots. Cette commémoration est dédiée à la mémoire de Sylvia Mary Likens, victime de torture et de meurtre, afin que les enfants soient protégés contre la violence. Un message, un rappel, une cicatrice. On ne peut pas réparer le passé, on ne peut pas ramener Sylvia, mais on peut la nommer, la raconter. Et surtout, ne pas détourner le regard quand une autre Sylvia appelle à l'aide. Voilà, c'était l'histoire de Sylvia Likens.
C'est pas juste une histoire horrible qu'on raconte comme un fait divers le dimanche, c'est un drame humain. Une gamine, une vraie, qui a vécu un cauchemar que personne n'a pu sauver. Ce genre de vidéo, c'est pas simple à faire, mais ça remue, ça laisse un goût amer, mais ça reste extrêmement important. Parce que Sylvia, ça aurait pu être ta voisine, ta pote de classe, ta meilleure amie. Si personne n'en parle, si on laisse ça s'effacer, c'est comme si elle était morte une deuxième fois. Alors si cette vidéo t'a touché, si tu penses que cette histoire mérite d'être un peu plus connue, si tu n'en avais jamais entendu parler, je te demande juste de la partager. Juste ça. Et ouais, t'abonner, liker, partager, c'est cool pour l'algorithme, mais pour une fois, c'est pas pour moi que je lui ai demandé de faire ceci, c'est pour elle, pour sa mémoire. Et je te remercie d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo. C'est un style totalement différent que j'ai pu faire. Je m'ouvre un petit peu à de nouveaux styles, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Je suis ouvert au retour, aux critiques, et je vous remercie parce qu'à l'heure actuelle, on est 1000 abonnés quand je tourne. Peut-être qu'on le sera plus quand je posterai cette vidéo, mais dans tous les cas, chaque résultat me motive à faire de meilleurs contenus, à vous proposer mieux, différemment, toujours pour vous plaire. C'était tout pour cette vidéo. À une prochaine pour un nouveau fait divers.